allons avoir le plaisir de vous présenter tout d'abord... Nous sommes le 23 septembre 1986. Sur la ligne nouvelle Paris-Lyon, la SNCF présente à la presse la prochaine génération de TGV qui desservira l'ouest et le sud-ouest de la France. Nous roulons à 310 km à l'heure et nous ne ressentons pas de vibration. C'est bien ce à quoi nous voulions arriver. Sur le TGV Atlantique, nous réalisons à la fois la grande vitesse et un excellent confort. Sur Paris-Bordeaux et 1h40 sur Paris-Hendaye. 30 villes concernées, un cinquième de la population française, des milliers d'entreprises, un nouveau pas vers un ensemble de liaisons rapides, nationales et internationales. Dès 1976, on prévoyait la saturation du réseau existant et on envisageait de transférer une grande partie du trafic voyageur entre Paris d'une part, Le Mans et Tours d'autre part, sur une ligne nouvelle à grande vitesse. Au-delà de ces villes, les rames emprunteraient le réseau classique vers le sud-ouest et la Bretagne. Pour le choix du tracé, 3 impératifs. Moindre prix de revient et d'exploitation, absence de nuisances et respect de l'environnement et des sites. En 1981, le projet est prêt. 280 km de lignes seront implantés. Dans le même temps, la gare de Paris-Montparnasse sera adaptée à sa nouvelle vocation. La gare du Mans également, où les voies, les aiguillages et les quais seront remplacés. À Vendôme, on édifiera une gare qui mettra la ville à 45 minutes de Paris. À Massy, enfin, des aménagements seront prévus pour réserver la possibilité de créer une gare. En tout, la ligne nouvelle représentera 40 millions de mètres cubes de terre à déplacer et 375 ouvrages d'art à construire. Mais revenons à Paris-Montparnasse. La gare actuelle est relativement récente et elle n'est pas extensible. On y ajoutera cependant 2 voies pour faciliter l'acheminement quotidien de 50 TGV dans chaque sens. Ce qu'on remarquera, c'est 30 000 mètres carrés de jardins qui couvriront les voies en gare. Un nouveau bâtiment sud, accès routier, hall d'accueil, bureaux et commerce. Un nouveau poste de régulation. Et plus loin, un nouvel atelier d'entretien spécial TGV. Ce qui se verra moins, ce sont des voies déplacées pour faire place aux nouvelles venues. Des rails sans joints pour atténuer le bruit actuel des trains. Des ponts élargis qui perdent leur bruyant tablier métallique. Et des franchissements nouveaux qui feront très vite partie du paysage urbain. Et dans un parti pris de lutte contre les décibels, 6500 mètres de murs anti-bruit longeront les voies jusqu'à l'origine de la ligne nouvelle proprement dite. Or, cette origine, la voici. Elle est géographique mais aussi historique, car la SNCF possédait ici une bande de terrain destinée à une ligne dont la réalisation fut partiellement abandonnée avant la guerre, et le TGV en hérite. Mais discrétion oblige, et dans cette zone fortement urbanisée, la majeure partie du trajet sera souterraine. Les travaux sont exécutés sous forme de tranchées coulées, puis recouvertes,
ou encore de tunnels sous les collines de Fontenay et de Sceaux. Premier trimestre 1986. Guidée par un rayon laser, une haveuse achève la moitié supérieure du tunnel de Fontenay, 474 mètres de long. On avait peu construit de tunnels ferroviaires depuis près de 100 ans, et les techniques ont bien évolué. C'est bon! La machine pratique une saignée en demi-lune, de 2 à 3 mètres de profondeur, selon la nature de la roche. Excavation. La voûte elle-même est réalisée par 2 éléments de coffrage télescopiques qui se relaient. Vitesse moyenne d'avance, 2,50 m par jour. Plus tard, on évidera la partie inférieure du tunnel et on en exécutera le coffrage en attendant la pose du radier. Après 255 mètres de tranchée couverte, pour le creusement de laquelle on déplace momentanément les voies du RER, nous atteignons le tunnel de Sceaux, 827 mètres. 2 haveuses, cette fois, vont à la rencontre l'une de l'autre. Et le 2 septembre 1986, ainsi, et paradoxalement peut-être, 12 km de chantier ouverts en zone urbaine offriront aux riverains 12 km de chemins, parcs et jardins longtemps désirés. Massy-Palaiseau. Toujours en tranchée souterraine, la ligne nouvelle va enfin quitter la zone urbaine. Le temps de franchir la Boëlle et l'Yvette. Bien grands ouvrages pour bien petites rivières. Et on attaque la colline de Villejuste. Au-dessus, c'est déjà la campagne. En dessous, deux engins de 80 mètres de long et de 9,25 m de diamètre vont digérer le sable et forer 2 tunnels parallèles de 4800 mètres chacun, car la nature du terrain aurait rendu trop risqué le percement d'un seul tunnel à 2 voies. « 28 vérins les propulseront, développant 6500 tonnes de poussée. Tandis que les machines sont construites sur place, on édifie des chambres d'attaque qui constitueront les véritables entrées des tunnels. Dernier essai du bouclier qui va ronger la colline. Et la machine s'introduit dans la chambre d'attaque. Pour évacuer le sable extrait par la machine, on le mélange à de la bentonite injectée sous pression à l'avant du bouclier. Renvoyé à l'extérieur,
La boue ainsi obtenue est dissociée, la bentonite réinjectée, et le sable ira constituer une colline paysagée entre les autoroutes A10 et F6. Et quand 5650 anneaux de 9 voussoirs chacun auront été posés, les 2 tunnels seront finis. C'est tout simple. Si la bentonite ne gèle pas en hiver, si la nappe phréatique qui baigne la tête nord ne gêne pas la mise en pression de la machine, si... Alors, ne nous étonnons pas que le premier trimestre 86 ait entendu soupirs et jurons dans la région de Villejuste. Heureusement, tout se rôde. L'usine, construite spécialement à la tête sud du tunnel, sort un voussoir toutes les 10 minutes. Et la vitesse de croisière enfin atteinte, chaque tunnelier avancera de 12 à 15 mètres par jour. Une vraie vitesse de TGV. Un TGV d'ailleurs qui, si l'on songe à celui du Sud-Est, sera pas tout à fait un autre, mais pas du tout le même. Couleur nouvelle, profil encore plus aérodynamique, et puis un nouveau pantographe rendu plus performant. 90 060, la rame 10. Appelle le poste de mesure de VZC du kilomètre 150. Derrière, c'est bon? Cabine derrière, c'est bon, hein, c'est bon. De nouveaux bogies, poussés à bout en laboratoire et contrôlés sur le terrain. Une nouvelle suspension pneumatique longuement testée, elle aussi, pour un meilleur confort. Des rames plus longues de 2 voitures et qui porteront à 485 le nombre de places et dont les aménagements diversifiés rendront plus agréable le voyage. Et surtout, de nouveaux moteurs, moins gourmands d'énergie, et qui porteront la vitesse de croisière à 300 km/h, favorisée en cela par les faibles déclivités du tracé, qui dépassent rarement 15 pour 1000. Précisément ce tracé, reprenons-en le cours. On limite le kilométrage en réalisant un tronçon commun aussi long que possible. Une bifurcation se fera à Courtalin. Pour éviter une nouvelle saignée dans les territoires traversés, la ligne longe l'autoroute A10. Puis la traverse, pour côtoyer cette fois la ligne Bretigny-Tours, tantôt à droite, tantôt à gauche. Ainsi, 60% du tronçon commun seront sans incidence sur la géographie. Et lorsqu'il faudra bien par force couper à travers champs, la SNCF financera le remembrement de 50 000 hectares pour éviter le morcellement des exploitations. Ceci établi, il ne restera plus à régler un par un que quelques milliers de détails aux solutions parfois curieuses. Sur l'autoroute, par exemple, une station-service. Difficile de passer derrière, impossible de la couper de sa clientèle. On la franchit en souterrain. Ailleurs, le tracé va écorner une carrière de terre rare, donc chère. On épuisera localement le filon avant de le remplacer par des matériaux ordinaires. Partout, le drainage des sols est rétabli et bien souvent amélioré. Dans les régions d'élevage ou de forêt, passage à bétail ou à gibier. Près de Dourdan, là où quelques poissons et batraciens vivaient en paix dans une mare, le TGV devait passer. On n'a pas hésité à les reloger à quelques mètres de là, dans un étang minutieusement conçu pour eux. À Courtalin, un très gros prélèvement de terre est rendu nécessaire pour les terrassements de la bifurcation. Le trou, ainsi creusé, sera plan d'eau paysager. Tout près du Mans, enfin, où le tracé rejoint le réseau actuel, les éléments de jonction doivent être assortis de ponts et d'ouvrages de décharge qui permettront à l'Huisne de se livrer au gré des saisons à de paisibles débordements.
Le tronçon sud-ouest soulève aussi quelques problèmes. Dans les Pays de Loire, les vignobles, les monuments et les sites rendent la région délicate à franchir. Il faudra pourtant la franchir, puisque c'est au sud de Tours que la ligne nouvelle rejoindra le tracé classique vers Bordeaux. Les rivières y sont paresseuses, mais capables ici aussi de vastes débordements. Et l'implantation de la ligne ne doit pas en gêner l'écoulement. Pour le franchissement du Loir, à Naveil, on a reconstitué sur modèle la plus importante crue jamais enregistrée et déterminé ainsi le meilleur emplacement du viaduc, le nombre de travées, la place, la forme et l'orientation des piles. Vouvray, célèbre région où le vignoble entier est solidaire du moindre cep et où le vin ne vieillit bien que dans le calme des tuffeaux épais, c'est à 25 mètres sous terre que le train franchira les coteaux. Et le débouché sur le viaduc de la Cisse répondra à l'esthétique régionale moderne. Tout comme les viaducs de la Loire et du Cher. Dans toutes les circonstances et par tous les temps, les hommes ont rempli leur contrat et surmonté les obstacles. Directement ou indirectement, des entreprises locales ont bénéficié de plus de 50% des investissements. Des architectes, des associations et des services régionaux y ont été impliqués. Et l'on voit poindre le jour où il ne restera plus qu'à poser la plateforme, les rails, les caténaires, la signalisation, en un mot, les équipements ferroviaires.